Merci beaucoup pour les présentations. J'avais une question pour Kevin sur les modèles économiques, qui nous explique vraiment comment c'est compté ces histoires de gains économiques sur la santé. Par exemple, quelqu'un qui meurt à 55 ans parce que voilà, il a été exposé aux particules fines, on baisse les particules fines, il meurt plus tard. Qu'est-ce qu'on compte comme argent là-dedans? Est-ce que c'est parce qu'il travaille, on économise des systèmes de soins? Est-ce que c'est parce que il va travailler plus longtemps? Est-ce qu'il va économiser de la retraite, etc. Parce que généralement, on est quand même très très critique des modèles économiques en général. Bon, là, il se trouve que les modèles économiques nous arrangent. Pour autant, je pense qu'il y a des hypothèses qui doivent être assez critiquables là-dedans. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Je réponds tout de suite ou on prend plusieurs Ok. Bah, je peux. Du coup. Bonsoir, je vais enchaîner. Alors moi j'ai deux questions, une pour toi Kevin et puis une pour Mélissa. Moi je voulais savoir, c'est une question assez naïve, mais quand on fait des modélisations par rapport à des scénarios et les impacts sur la santé, est-ce que si un individu adopte ce scénario-là, ça a un impact tout de suite? Tu as un peu évoqué la question à la fin, mais je me posais la question de finalement est-ce que les bénéfices directs, voilà. Et puis, par rapport à Mélissa, je voulais savoir finalement, là c'est plus une question dans les approches, comment tu enquêtes et finalement, quelle est ta discipline? Merci. Alors là, faut me couper sur la première question des coûts économiques de la santé parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Il y a plein de façons de calculer des coûts de santé. Il y a des coûts médicaux directs. Là, ça va être directement les dépenses de médicaments, d'hospitalisation évitées par une maladie évitée. Ça, c'est assez facile à compter. Mais ça, c'est aveugle. Ça ne prend en compte que les coûts marchands de la santé. Et donc ça, c'est aveugle, par exemple, au coût d'un décès. Un décès, ça coûte rien si on meurt en bonne santé. Et donc, pour répondre à ça, il y a d'autres chiffrages qui prennent des coûts un peu élargis en calculant la perte de productivité des personnes malades. Ça se fait plus trop. Les économistes n'aiment pas trop prendre ça en compte. Et l'autre grande approche, c'est ce qu'on appelle les coûts intangibles de santé. Et ça représente, c'est ce qu'on appelle la propension à payer. Comment, à l'échelle d'une société, combien on est prêt à débourser pour gagner une année de vie ou pour éviter un décès. Il y a pas mal de façons de le calculer. Et en me penchant j'étais très critique et en me penchant sur la question, je trouve que c'est moins mal foutu que ce qu'on peut en penser. Un des exemples que je trouve assez parlant, donc en France par exemple, on considère que pour un décès évité, on est collectivement prêt à dépenser 1 million d'euros. 1 million d'euros. Comment c'est calculé? En gros, vous avez une ville où il y a un carrefour qui fait 2 décès par an. La ville décide de mettre un rond-point qui coûte 2 millions d'euros. Implicitement, ça veut dire que la ville a valorisé la valeur d'une vie humaine à 1 million d'euros. Et en faisant ces calculs dans plein de contextes, les économistes tombent d'accord sur cette valeur. C'est des coûts intangibles, c'est une façon de mettre une valeur en euros, ça pèse pas du tout dans un débat budgétaire, ça pose plein de questions. Mais voilà, en tout cas, sur la façon dont c'est comptabilisé entre, on va dire, des coûts médicaux tangibles, mais qui passent à côté de plein de dimensions de la santé, et des coûts intangibles assez maximisants, où on peut très vite scorer très fort et très haut, mais qui ne représentent que ce qu'ils veulent représenter. Et pour la deuxième question, sur la temporalité des bénéfices, ça, en fonction des facteurs de santé qu'on va modéliser, on peut appliquer ou non des périodes de latence dans les bénéfices. Donc sur l'activité physique, on considère qu'ils sont immédiats. Sur la pollution de l'air, on considère qu'on a un peu de bénéfices au début, assez vite pas mal de bénéfices, mais pour avoir le maximum des bénéfices, il faut attendre une dizaine d'années. Pour l'alimentation, on ne sait pas trop, donc on fait une montée en puissance un peu plus lente, mais on considère toujours qu'on n'a pas à zéro, et puis au bout d'un moment, tous les bénéfices, qu'on a une petite montée en puissance de ces bénéfices. Et ça, il n'y a pas énormément c'est très dur d'avoir des données épidémiologiques fines là-dessus, donc on est obligé de faire des hypothèses. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'on peut très facilement faire des analyses de sensibilité, changer les hypothèses, voir comment ça change nos résultats. Alors du coup, moi, ma discipline, j'ai fait mon doctorat en Australie où on ne pensait pas en termes de discipline. Et j'étais ingénieure, j'ai basculé vers la santé publique, donc je publie quasiment 100% en santé publique. Je suis aussi passée par des écoles de business. En Irlande, là, j'appartiens à une école de business et une école de médecine en même temps.
Donc voilà, la plupart de mes publications, c'est quand même santé publique. Au niveau des méthodologies, du coup, je fais des enquêtes par questionnaire. Je fais des observations participantes, donc sur des congrès, enfin voilà, dans des parlements, etc. Des entretiens avec des personnes plutôt haut placées, enfin voilà, qui sont capables de me parler des lobbies. Et puis documents internes de l'industrie. Alors des fois, on m'envoie des choses. Des fois, c'est sur des plateformes qu'on a en commun avec des collègues. On essaye, enfin, il y a aussi des documents publics. On essaye d'utiliser l'intelligence artificielle. On se pose la question parce que il y a des collègues, notamment journalistes, pour qui, en fait, en quelques mois, ça leur permet de faire 9 ans ou 10 ans de recherche en accéléré. Et le bénéfice potentiel sur la santé, en fait, de dénoncer certaines pratiques industrielles en accéléré. Voilà, il y a des collègues, du coup, qui développent des intelligences artificielles pour aller chercher des bases de données beaucoup plus rapidement, mais se pose voilà, la question de à qui appartient... voilà, parce que si c'est pour alimenter le profit, enfin voilà, on a des questions hyper ouais, difficile à arbitrer en ce moment sur ça, mais c'est les principales méthodologies. Ouais. Bonsoir, merci pour vos interventions. Mélissa, c'était extraordinaire, merci beaucoup. J'avais une question, justement, dans ton travail, tu disais que tu es financé par l'argent public. Est-ce qu'il y a des difficultés à continuer à financer ta recherche? Et est-ce que, par rapport au sujet que tu traites, tu dis ne pas avoir de barrières? Est-ce que tu reçois des menaces ou ce genre de choses? Alors, j'ai de la chance parce que du coup, j'ai passé un concours et je suis très fière d'être en France. Enfin voilà, je suis française, j'ai grandi en France, donc pour moi c'est une fierté de travailler pour le service public dans mon pays. J'ai passé un concours où je vais être titularisée dans 3 ans parce que les recherches je les fais comme il faut. Donc j'ai de la sécurité de l'emploi pour mes recherches à moi. Par contre, à l'étranger, je faisais 3 demandes de financement, j'en avais une qui était acceptée. Je suis sollicitée par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin voilà, c'est des thématiques qui sont hyper importante au niveau international, et ce matin j'ai eu un énième rejet en fait depuis que je suis arrivée en France. J'en suis à 18 rejets. Les gens enfin voilà, les relais, enfin, j'en parlais avec Kevin dans le train, on a pris le même train. Les retours que j'ai des relecteurs, enfin c'est les gens en fait en France sont très en retard. Il y a une question d'ego, je pense aussi. Donc c'est très décourageant. C'est très très décourageant. Je sais que mes thématiques elles sont importantes parce qu'à l'international on continue à me solliciter, mais c'est hyper décourageant en fait de voir les retours des gens, de me demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc, démocratie délibérative, tu vas faire un jury citoyen, du coup tu essayes de convaincre les gens, alors que j'explique bien que c'est pas convaincre, en fait c'est juste leur donner de l'information et que eux décident, et ils vont certainement pas décider ce que moi j'aurais décidé, parce que voilà il y a d'autres intérêts qui rentrent en jeu, mais du coup c'est assez compliqué. En termes d'intimidation en France, pour mon intégrité physique, je me sens pas menacée en tant que chercheuse. Quand je vais en Amérique du Sud, par exemple, parce que j'y retourne de temps en temps, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Pas moi, mais parce que je suis française. J'ai mon passeport, il y a l'ambassade, etc. Mais pour les collègues, c'est plus compliqué. Mais voilà. Donc du coup, on est quand même dans une période tendue. Et ce que j'ai pas mentionné, c'est que par contre, mes travaux sont cités par Trump, Kennedy. Voilà, vraiment cités dans les rapports. Sur Make America Healthy Again, donc rendre l'Amérique plus en meilleure santé. Je suis citée et j'ai des collègues du coup qui m'écrivent, Mélissa, regarde, t'es citée. En fait, c'est de l'instrumentalisation. On m'a offert des financements en début d'année de proches de Trump pour travailler sur l'industrie pharmaceutique. Mais en fait, ça, c'est de l'instrumentalisation de nos travaux. Donc, c'est pour dire Big Pharma, etc. En fait, ce que je vous montre là. Mais ensuite, en termes de solutions, par exemple, ils ont utilisé nos travaux pour couper les paniers alimentaires des personnes précarisées aux États-Unis, de dire que les pauvres, en fait, ils savaient pas s'alimenter, donc en fait, il faut leur couper l'argent qu'on leur donne. Ça, c'est tout l'inverse de ce que je prône. C'est tout l'inverse. Il faut que ce soit les industriels, en fait, sur qui on tape et pas les personnes précarisées. Et les collègues se rendent pas compte, en fait. Les collègues sont super contents que Trump essaye de lutter contre la malbouffe, mais ils se rendent pas compte, en fait, qui lutte contre la malbouffe d'une mauvaise façon. Kennedy l'a dit, il va pas réguler cette industrie. Donc c'est facile d'avoir de l'argent je pourrais très facilement accepter, et c'était autour de la Covid, c'était la même chose. J'avais été très sollicitée justement par les milieux complotistes et par certains médias, etc. C'est très facile de dire oui, si je voulais dire oui à ces choses-là, mais j'ai une intégrité, donc
Voilà, c'est dommage. Pas pour l'intégrité, c'est dommage qu'il n'y ait pas de financement public. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était formidable. Je voulais vous remercier aussi pour avoir dit qu'il fallait questionner le système, questionner les modèles. Et je voulais partager ma réflexion sur le fait que réfléchir, questionner le modèle de la croissance notamment, c'est certainement très, très fondamental. Je voulais vous partager aussi l'idée qu'on a surtout une politique en matière de santé qui est une politique d'accès aux soins. La politique d'accès aux soins va bien avec la croissance dans la mesure où l'innovation technologique en santé est considérée comme un facteur de croissance économique important et que notamment en France, on en fait un levier majeur de notre économie. Voilà, je voulais vous demander votre participation là-dessus. Tout à fait. Enfin, ouais, c'est l'analyse en fait. Enfin, l'INSERM par exemple, on a énormément de partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Donc on est plus dans le curatif que dans le préventif. Enfin, ça c'est pas c'est pas une surprise et parce que ça bénéficie au système. Enfin, dans les demandes de financement, quand vous faites de la recherche, si c'est bénéfique en termes que ça peut rapporter du profit, qu'on peut capitaliser sur les résultats, il y a plus de chances que vous soyez financé si vous avez des partenariats avec l'industrie, etc. Donc on va à rebours de ce qu'il faudrait en effet. Au niveau du système et de bifurcation de système, du coup, alors on n'est pas très bon en santé publique on va pas très loin dans notre analyse. C'est-à-dire que moi, dans la publication du Lancet que j'ai mentionné sur les solutions, qu'est-ce qu'on fait pour le futur, on aborde un petit peu l'économie de la décroissance, l'économie du bien-être, des choses comme ça, mais en fait, on n'est pas très informé en fait sur tout ce qui peut se faire en économie, par exemple. Et là, je suis en train d'écrire une publication sur justement comment croiser nos travaux à nous par rapport à la santé et le système capitaliste est incompatible, ça on le sait, par contre ça s'est documenté, mais comment aller vers de la décroissance, comment aller vers des économies plus respectueuses de la santé et de la planète, et ça il faut qu'on travaille avec des économistes, donc c'est des choses qu'on est en train d'aborder. Oui, je voulais juste compléter sur ce constat. Donc effectivement, on a un problème d'imaginaire aussi dans le monde de la santé qui est essentiellement tourné vers l'innovation thérapeutique ou instrumentale. Nous, on travaille en ce moment sur la question de la façon dont le secteur de la santé peut s'approprier cette notion de sobriété, qui est très mal vue dans le domaine de la santé parce qu'elle est amalgamée à des questions de rigueur budgétaire tout simplement, et essayer de faire le lien de toutes les façons dont le champ de la santé peut d'une part s'approprier ces questions de sobriété et d'autre part s'approprier d'autres formes d'innovation. Il y a une innovation en santé publique que je trouve géniale, qu'on met jamais en avant, qui est pourtant, en termes d'innovation scientifique, génialissime, c'est le Nutri-Score, qui est un truc qui est extrêmement frugal en termes d'innovation, qui est en gain de santé publique, quelque chose en termes d'impact, je pense que c'est bien plus courant qu'on ce qu'on n'aura jamais avec une nouvelle machine IRM. Et voilà, et c'est ces types d'exemples qu'on peut mettre en avant, travailler cet imaginaire-là. Et d'autre part, je te rejoins sur le lien à faire avec tout ce champ de l'économie qui se développe, qui s'appelle aussi l'économie du bien-être, l'économie du bien-être, la well-being économie, qui laisse beaucoup de place à des questions de santé, des questions de pleine santé, même comme disent certains économistes de ce champ-là. Nous, on essaye justement, là, on est dans un mouvement, on essaye de trouver des terrains de recherche en commun avec des personnes comme Éloi Laurent en France qui travaillent sur ces sujets. On est sur des communautés différentes, mais là, on pressent qu'on a plein de terrains possibles. Merci beaucoup pour vos présentations, c'était super. J'ai une question pour Mélissa. Tu as dit du coup que le fait de t'opposer au lobby pharmaceutique, ça attirait certains complotistes en haut. Je me demandais si tu avais eu des expériences aussi plus par le bas quand tu participes à des jurys citoyens où tu fais de la science participative et comment on leur répond parce qu'on ne peut pas se contenter de les ignorer, contrairement à RFK ou des choses comme ça. Du coup, je travaille avec des communautés de médecins qui s'interrogent sur ces choses-là. Donc, il y a le Forum Indep, par exemple, c'est une association pour l'indépendance de la médecine. La Covid a fait beaucoup de mal parce qu'on se pose les bonnes questions, mais la communauté scientifique, et la communauté des médecins, en fait, elle se regarde pas dans le miroir, en fait, de quelles sont nos propres erreurs. On a tendance à dire que c'est des gens qui sont, à qui il va falloir donner de l'information, des canaux détox et des trucs comme ça, alors qu'en fait, on a un problème avec soi-même. En fait, les gens sont perdus. Les gens voient bien ce qui se passe.
je pense qu'il faut juste les outiller. Enfin, en fait, faut ouvrir le dialogue, leur dire qu'il y a un problème, en effet. Pas essayer de les convaincre parce qu'en fait c'est tellement dingue. Enfin, c'est une information après l'autre. Là, je sais plus, on me parlait de tous les problèmes de santé dans l'actualité. Enfin, c'est normal que les gens se posent des questions, qu'ils savent plus quoi faire. Et je pense que c'est vraiment au contraire. Alors pour l'INSERM, par exemple, il y a une grosse journée pour tous les directeurs d'unités de recherche où il était juste question de ça. Allez, on va faire des messages contre les fake news et tout. Mais en fait, enfin, on est aussi à l'origine du problème, quoi. Donc moi, mon temps, je le passe pas forcément sur les gens, essayer de leur faire changer d'opinion, mais plutôt sur ce système, en fait, qui fait que les gens se posent des bonnes questions, vont pas vers les bonnes solutions. Mais il faut quand même ouvrir la médecine aussi. Donc, par exemple, je travaille sur la question de la périnatalité. J'ai un tout petit peu abordé l'allaitement au début, mais c'est une de mes grosses thématiques. Je travaille avec des professionnels de santé, mais des gens qui pratiquent des pratiques alternatives aussi. Et c'est OK. En fait, pendant très longtemps, on n'accouchait pas dans les hôpitaux, on était en très bonne santé. Enfin, pendant très longtemps, tout n'était pas aussi médicalisé. Et c'est des solutions quand même. Enfin, il y a des thérapeutes maintenant qui travaillent ou avec des cancérologues. Enfin voilà, il faut aussi combiner en fait les savoirs, articuler les savoirs, être OK que tout va pas passer par le médicament et par les dispositifs médicaux. Et en fait, comment en fait on combine ces savoirs, mais c'est très difficile. Et c'est pas aux gens en fait de réussir à capter en fait ces subtilités entre la science dominante et puis les savoirs alternatifs. Merci, vos deux apports se complètent. Toutefois, j'ai bien vu que vous aviez catégorisé les 4 facteurs principaux responsables de ce réchauffement contre lequel on a tous à lutter. Toutefois, je suis étonné qu'on n'ait pas, à moins que vous ne fassiez état de recherche dans ce domaine, sur l'impact des dégâts considérables, cette pollution liée au conflit en cours. Il y en a à peu près 59 mais dans la planète actuellement, mais il y en a 3 ou 4 qui retiennent particulièrement notre attention. Je suis d'accord. Du coup, là, c'est pas du tout. J'ai des collègues au Liban notamment qui travaillent sur les déterminants commerciaux de la guerre, parce que c'est une industrie incroyable. Moi, je fais les ponts, mais je suis une des seules en fait à faire parce que on est en danger. Enfin voilà, là par contre l'intégrité physique c'est autre chose. Exemple, en fait, il y a quelques années, mes collègues au Mexique qui travaillaient sur la question d'alimentation, sur leur téléphone, en fait, ils avaient des logiciels espions installés par le gouvernement mexicain. C'était des logiciels israéliens. Donc nous, en fait, en tant que chercheurs qui touchons à des questions sensibles, on est en première ligne. Enfin, je sais très bien qu'il y a des logiciels espions qui sont installés par ces gouvernements-là parce qu'ils ont plus de liberté que nos gouvernements à nous. Et ils travaillent ensemble, les gouvernements en plus. Quand j'épluche les registres de lobbyistes, notamment en Angleterre, je m'en souviens très bien, il y a autant de lobbyistes israéliens que de lobbyistes de l'industrie. Israël, notamment, et ça c'est des discussions hyper sensibles à avoir, mais est en train de faire toute une propagande sur le fait que dans les écoles, justement, ils mettent en place des repas plus équilibrés, etc. Mais ça occulte, c'est un peu comme Trump, ça occulte en fait tout le reste de ce qui se passe sur leur territoire. Et ça, c'est très difficile en fait pour nombreux collègues à questionner. Les lobbies de la guerre, c'est tellement, et l'impact sur la santé, hein, même si on parle que de la santé, c'est tellement puissant que, j'ai une collègue au Liban et elle est complètement isolée. Il y a personne qui la soutient dans ses travaux. Enfin voilà, c'est une question. Pour moi, c'est primordial. Alors l'année dernière, on avait un événement à Genève. On était une vingtaine de chercheurs à travailler sur les déterminants commerciaux et de la santé. J'étais la seule personne racisée et à parler des pays du Sud. Et je leur ai demandé, mais comment en fait pourquoi est-ce qu'on est là 5 jours au bord du lac Léman à faire de grandes conclusions et on n'a même pas un mot sur nos collègues en fait qui vivent ces déterminants commerciaux de la guerre, alors que la guerre actuelle, c'est la plus grande mortalité chez les enfants, c'est la première cause de mortalité chez les enfants. Donc en effet, il y a on l'a pas abordé, mais merci de me permettre de l'aborder. Merci beaucoup pour vos interventions.
Mélissa, tu as parlé de défendre un système de santé local. Alors moi, j'ai travaillé en collectivité notamment, et notamment dans des secteurs ruraux et semi-ruraux où les déserts médicaux sont une problématique. Les municipalités s'en saisissent, mais avec un manque de moyens financiers notamment. Donc je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, quelles étaient les solutions. Alors, je suis élue municipale dans la minorité, donc je viens de faire une campagne. Concrètement, on était beaucoup sur ces questions de santé, de mobilité, etc. Et en fait, notre collectif citoyen, il va quand même mettre en place une association. Enfin voilà. Donc en fait, c'est à cette échelle-là. C'est juste en tant que citoyen, essayer d'aller chercher des gens qui ont peut-être pas l'expertise, mais ont la volonté. On a tapé aux portes. Les gens, ils ont des problèmes, ils sont très isolés. Leur dire, en fait, vous n'êtes pas tout seul. C'est dans des immeubles, les gens ils vivent les uns à côté des autres. Il y a une personne hier, parce que du coup je préparais le conseil municipal de lundi, qui nous disait bon alors moi j'ai une situation de handicap, j'ai vu que vous étiez intéressé par ma situation, que vous vouliez en fait m'aider. Moi je fais quoi? Parce que j'ai commencé du coup à rassembler des personnes en situation de handicap autour de moi. Comment je fais pour continuer à porter ça? On n'a pas toutes les réponses, mais en fait on est juste là. On est juste des citoyens. Je suis pas experte de toutes les thématiques. Mais je pense que juste ce lien en fait entre personnes, que ce soit sur les mobilités, donc il y a une personne qui va il y a une personne qui va monter une association mobilité, donc de juste en fait impulser quelque chose de collectif, même si on n'est pas expert, même si on s'entend pas sur des questions politiques, etc. Je pense que c'est énormément ça répond à l'espérance de la population et à l'isolement. Et dans les temps qui courent, c'est extrêmement important. Et rien qu'à être à 20, 30 personnes de la même commune et de se dire on a à peu près les mêmes valeurs. En plus, c'était magique parce qu'en fait, on était sur le spectre politique, pas forcément tous d'accord, mais en fait, on a convergé vers des choses où on arrivait à se mettre d'accord. Donc, ces initiatives citoyennes, même si elles sont pas très structurées, etc., ça, c'est quand même une réponse très directe aux besoins de ce qu'ont les citoyens. Ouais. Merci beaucoup pour les conférences. J'ai une question pour Kevin. Je sais que tu as parlé au niveau national des coûts et des décès en France qu'on pouvait avoir. Et comment tu fais concrètement avec ton équipe pour parler avec les politiques, les politiques en général pour que tes modélisations soient mises en pratique? Alors parfois les politiques viennent nous chercher. C'était arrivé juste avant que par exemple le secrétariat général à la planification écologique se fasse enterrer. Il a été enterré pendant 6 mois là où il y a eu personne. Enfin bref. Et il y a peut-être 1 an et demi, quand on était au début du soi-disant peut-être backlash écologique, le SGPE savait qu'ils n'arrivaient pas à faire avancer les questions environnementales. Que ce soit sur l'alimentation, sur les gaz à effet de serre, sur les pesticides, et avaient eux-mêmes identifié la question de la santé comme peut-être une façon de pousser ces thématiques. Ils se sont fait dézinguer après, donc voilà. On verra si ça reprend, mais en tout cas c'est quelque chose qui est encore un peu présent. Et après, là où ça marche, c'est quand on a des collectivités territoriales qui sont intéressées pour faire avancer les choses, qui soit veulent bien faire les choses, c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois mettre en place des politiques de transport ou de végétalisation des villes qui soient également le plus favorable possible à la santé ou le moins génératrices d'inégalités, ou parfois en fait qui parfois aussi cherchent juste, encore une fois, l'argument tactique, c'est-à-dire que on a plein de collectivités qui nous disent ça faisait des années qu'on voulait mettre des pistes cyclables, mais maintenant communiquer sur le fait que ça permet de faire des économies de santé, que ça permet de vivre en bonne santé, c'est l'argument qu'il nous fallait. Donc on voit que parfois c'est aussi parfois utilisé à l'argument, sous une forme un peu tactique. Donc voilà, pour moi c'est les 2 échelles sur lesquelles j'ai une petite expérience. Mais l'autre point aussi, c'est que en tout cas dans le travail qu'on essaie de faire, il y a un peu le souci que Mélissa met en avant, c'est de se dire que en fait cette recherche-là, on la fait pas que pour le politique non plus. C'est-à-dire que c'est une des débouchés, mais tous les travaux, j'en ai pas parlé là, mais on fait beaucoup de travaux sur les bénéfices pour la santé de mobilité alternative comme la marche et le vélo. Ça, on essaye toujours en tout cas de les valoriser, de les construire puis de les valoriser avec des collectifs d'usagers, avec la fédération des usagers de la bicyclette qui eux ont une forme de lobby ensuite, qui savent utiliser ces chiffres et d'essayer de produire aussi ces résultats d'une façon à ce que des parties prenantes qui ne soient pas toujours
les pouvoirs publics puissent s'en saisir pour eux ensuite les faire vivre d'une autre façon. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient vraiment super intéressantes. J'avais une interrogation qui est particulièrement intéressante pour mon cas en particulier. Je fais de la recherche qui est financée à la fois par du public mais aussi par du privé, en l'occurrence par l'industrie agrochimique avec les semenciers. Et j'ai pour intention d'avoir une approche assez critique justement autour des modèles économiques qui pourraient, selon moi, bloquer le fait de s'engager vers des pratiques plus responsables pour l'environnement. Et je me demandais du coup, si je m'exposais à des risques, comment je pourrais prévenir ces risques-là et globalement si j'avais des problèmes auxquels je devais faire gaffe. Alors, j'ai eu la discussion il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis arrivée à un niveau dans ma carrière où je n'ai pas peur de dire ces choses-là parce que voilà, j'ai assez de publications. Enfin, j'ai publié dans certains journaux, je suis sur certaines plateformes, etc. C'est pas des choses que j'aurais. Enfin, même la littérature n'était pas la même il y a 10 ans. Donc, il faut évaluer voilà le risque personnel qu'on court pour sa propre carrière. Est-ce que le bénéfice là, par exemple, je suis en train d'écrire sur Trump et sur l'instrumentalisation de mes travaux. Est-ce que le bénéfice à écrire ça vaut le risque par rapport à ma carrière, enfin voilà, à d'autres choses, etc. Ou est-ce que parce que c'est bien de vouloir sauver l'humanité, mais voilà, après il y a d'autres enjeux en fait. Est-ce que d'attendre 2 ans, ça permettrait d'ouvrir plus la bouche en fait, parce que voilà, on a un peu plus de notoriété, un peu plus de jalons scientifiques, etc. Donc c'est voilà, c'est des choses à mettre dans la balance. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des choses qu'on peut dire à un moment ou pas les dire, et en fait ça évoluera dans le temps. Mais je pense que se protéger c'est quand même important. Ne pas faire des choses seul aussi. Des fois c'est passer par un collectif ou voilà. Partager des infos. Il y a plein de lanceurs d'alerte qui me partagent des choses où ils le font pas eux-mêmes, mais en fait ils savent que ça va quand même passer par un autre canal. Donc voilà. Moi, je modérerais ou je compléterais en disant qu'il faut parallèlement être hyper attentif au risque d'autocensure sur ces questions, qui est très fort, qu'on vit beaucoup. Et ça, c'est un truc dans les collectifs dont j'ai parlé, Scientifiques en Rébellion ou autres. On se l'est beaucoup posé. Est-ce qu'il faut le mettre en avant ou est-ce que c'est risqué pour les carrières? Est-ce qu'il ne faut pas se présenter? Est-ce qu'il ne faut pas mettre... Enfin, il y a des stades de la carrière où on peut plus facilement le faire, mais il y a quand même... on avait fait ce petit recensement autour de Scientifiques en Rébellion, d'avoir des personnes qui étaient publiquement identifiables comme engagées dans le mouvement, qui avaient à un moment un jalon dans leur carrière qui était soit un recrutement, soit un passage de grade, et pour lesquels c'était passé en fait. Il n'y a pas eu de problème, enfin des espèces de crash tests passés positivement. À titre personnel, moi j'ai été recruté par quelqu'un que j'ai rencontré la première fois sur une manif Scientifiques en Rébellion. Donc il y a aussi des endroits comme ça où cet engagement-là, dans une certaine partie de la sphère et de certains domaines scientifiques, il commence à être reconnu et valorisé parce qu'on en prend plein la tronche de tous les côtés. Donc, il commence à être reconnu aussi. Donc, voilà. Parallèlement, je veux dire, faut pas surestimer non plus les risques pour sa carrière et trouver la bonne, et pas plonger dans une autocensure qui fait que on a perdu par avance, quoi. Voilà. Ça me fait juste penser à une discussion qu'on a eue aussi dans le train. On a la liberté académique en tant que chercheur, donc. Il y a certaines, et c'est une des plus grandes, une des professions les plus protégées aussi, en vrai. Donc, je le teste régulièrement. Donc, voilà, on a aussi cette chance de pouvoir dire certaines choses tant que ça reste scientifique, où on est quand même protégé. Donc, c'est aussi à mettre en perspective. Moi, à l'INSERM, par exemple, je suis pas du tout suivie par mon institution globale. Par contre, en interne, il y a des gens qui comprennent voilà ce que je fais. Il y a des gens qui me donnent des pistes pour essayer de se protéger par des avocats, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout ça à mettre dans la balance en sachant que la liberté académique, c'est quand même quelque chose d'hyper important à défendre d'ailleurs vu les temps actuels. Moi, je vais prendre une question, j'en profite. Vous avez tous les deux parlé des mobilités, du climat, de l'environnement et puis des lobbies. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les 2 projets du Sud-Ouest, là, la 69 et puis la LGV qui se prépare, et notamment Kevin sur la LGV qui peut apparaître comme quelque chose de plutôt bénéfique, on va dire, sur la santé neutre. Et en fait, il y a quelques questions derrière. Alors, je pense que je vais esquiver la question parce que je connais très mal le dossier. Et je veux dire, les impacts LGV tels qu'on les appréhende là,
je serais assez démuni pour les aborder. Donc, enfin, avis non informé, donc ça vaut pas la peine que j'en parle. Voilà. Ok. Et Mélissa, sur le lobby routier, puisque ça fait partie de tes axes de travail. Ouais. On est en train de le documenter. Alors c'est pas moi, c'est Diego que vous avez. Je crois que Claire elle l'a rencontré, un collègue qui travaille avec moi. Donc c'est que voilà, il n'y a pas de questionnement du tout voiture, alors que l'urgence, d'un point de vue de la santé, c'est de questionner le tout voiture. Et que là, en fait, on va droit dans le mur avec ce genre de projet. Donc, ça, j'apprends rien de nouveau. Nous, ce qu'on est en train de regarder, c'est même le vocabulaire qui est utilisé, en fait. Il faudrait pas parler d'accident, il faudrait parler de collision. Enfin, il y a des façons d'écrire les choses qui sont importantes à porter. Bon, et après, voilà, c'est un dossier que je maîtrise pas non plus. En fait, on est en train de regarder à plusieurs échelles. Au niveau de l'Europe, par exemple, il y a des choses incroyables qui se passent. Là, vu la géopolitique, les industriels sont aussi en train de retourner leur veste au niveau de l'énergie fossile, comme au niveau du thermique électrique. Donc les cartes, elles sont un peu rebattues, mais globalement, on reste quand même dans le tout voiture, ce qui est extrêmement problématique, quoi. Donc, Bonsoir et merci pour ce que vous nous avez exposé. Alors, justement, plus des chercheurs comme vous produisent des résultats et des faits concernant le lien entre santé et environnement, plus il apparaît que nos représentants ne nous représentent plus. C'est-à-dire qu'ils tournent le dos complètement à l'intérêt général. Donc il va y avoir une contradiction croissante entre la réalité et les positionnements politiques. Comment est-ce que, à votre avis, cette contradiction peut évoluer? Est-ce que ça va péter à un moment? Est-ce que lorsque vous rencontrez des députés, vous avez affaire à des ignorants ou à des cyniques lorsque votre exposé est refusé? Parce qu'on a vu récemment, par exemple, quelqu'un devant, je ne sais pas quel présentateur sur France 2 qui fait des émissions sur la côte basque là-bas, un député dire « mais non, il n'y a aucun lien entre pesticides et cancer ». Un député. Voilà, à l'Assemblée nationale en France. Donc, voilà. Est-ce ignorance ou est-ce cynisme? Là, effectivement, on vit un moment, et je pense que la première version de la loi Duplon a été hyper révélatrice pour ça, où on avait des vingtaines de sociétés savantes qui se sont positionnées contre la loi Duplon. Le politique est passé en force. Et du coup, est-ce qu'ils peuvent ne pas savoir? Moi, je pense clairement que c'est vraiment par cynisme, que beaucoup plus que par ignorance, ou par ignorance construite également d'une certaine façon. Alors comment ça va se finir? De deux façons. Soit au bout d'un moment, on arrive à construire vraiment une illégitimité ou un coup politique à se foutre de la gueule du monde, en fait. Ce qui est d'un certain côté commence à être, en tout cas ça commence à être très visible maintenant. Et je pense que la question de l'ignorance, ils peuvent plus la mettre en avant. Sur la loi Duplon, ce cynisme est pour moi devenu apparent. Donc soit ça, c'est la bonne façon dont les choses peuvent se terminer. On arrive collectivement à mettre un coup politique très fort à ce foutage de gueule, soit l'autre version plus pessimiste, c'est le divorce complet entre le politique et le scientifique, avec un dénigrement scientifique, un dénigrement de la science par le politique, comme on le voit aux États-Unis ou ailleurs. Et comment on empêche ça? Je pense que il y a à l'heure actuelle vraiment à l'échelle des institutions scientifiques une réponse qui n'est pas à la hauteur face à des attaques, que ce soit individuel sur un député, sur tel scientifique, que ce soit sur des attaques, en tout cas, les institutions ont plutôt tendance à faire profil bas, à se dire on va pas répondre, on va prendre plus de coups, on va faire un effet Streisand, on va remettre une pièce dans la machine. Et il y a une réponse collective là aussi, institutionnelle, parfois collective, par des collectifs de recherche un peu plus informels comme celui-là, qui doit se mettre en place, mais je pense que les institutions scientifiques, en tout cas, n'ont pas pris la mesure de la menace, quoi. Moi, je fais un peu le parallèle avec les discussions que j'ai avec la mutualité française. En fait, la mutualité française et la recherche devraient être, et d'autres espaces devraient être construits de la même manière. En fait, c'était des collectifs de citoyens qui s'auto-organisaient, qui voulaient une protection sociale dans les années 1800. Et en fait, l'État a commencé à mettre la main dessus.
parce que les gens soient solidaires entre eux et arrivent à se débrouiller, ça permet pas à l'État de moraliser les gens. Donc il y a eu la main mise sur les mutuelles par l'État. On a eu, après 39-45, un État fort et un État qui était pour le commun. Donc là, c'était idéal, en fait. C'est idéal que ce soit du service public et que ce soit du commun. Mais il faut aussi garder un peu une indépendance. Il y a des syndicats qui proposent, en fait, qui imaginent une recherche où, en fait, on serait beaucoup plus indépendant et de l'État et des industries. Parce qu'en fait, quand on est dépendant de l'État, là, nos appels à projets, c'est que des choses... qui intéressent nos gouvernements, qui intéressent le profit. Moi, j'ai demandé à des financeurs, ils me disent mais ton truc il rentre dans aucune case, alors que c'est une priorité de santé publique reconnue au niveau international, les déterminants commerciaux de la santé. Donc en fait, il faudrait un peu plus d'indépendance scientifique. Je pense qu'on peut, je suis sûre que sur le terrain, il y a plein de collègues qui arrivent à imaginer la chose autrement. Mais voilà, c'est des modèles à essayer d'imaginer pour qu'on soit moins à la merci du politique, comme c'est en train de se passer aux États-Unis, mais en France aussi. Moi, en France, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été recrutée par un panel de scientifiques et pas du tout par mes RH, parce que j'aurais jamais été recrutée s'ils savaient sur quoi je travaillais. Donc, et c'était la chance, en fait. C'était la chance de juste être recrutée par des scientifiques, pour ce que je disais scientifiquement, et pas pour la portée politique de mon travail. Merci pour votre présentation. Je me demandais, quand on fait de la recherche dans ce type de domaine, où l'individu et nous-mêmes en tant qu'individu, on est affecté par les thématiques sur lesquelles on travaille, comment est-ce que vous prenez de la distance sur vos sujets, que ce soit pour ne pas biaiser vos recherches ou même pour vous protéger vous en tant qu'individu? Ouais, alors toute recherche est biaisée. Les collègues qui acceptent de l'argent de l'industrie pharma sont biaisés aussi, mais ils ne le reconnaissent pas. Il faut faire de la réflexivité, se positionner, de dire qui on est, d'où on part, pour essayer d'éviter justement des biais qui iraient dans des directions pas forcément voulues. Moi, je travaille avec des citoyens, donc rester connecté, ancré en fait avec les réalités de terrain, beaucoup de collaboration à l'international. Pour pas déprimer, je travaille sur les solutions parce que vraiment ça peut être très très lourd. Donc des solutions, du collectif, je pense que c'est et même si les solutions c'est pas exactement, ça va nous demander peut-être 15 ans, 20 ans de recherche pour savoir exactement ce qui marche et on se rendra compte que ça marche pas. Mais en tout cas d'aller vers du positif, pour moi c'est extrêmement important parce que sinon c'est des sujets très lourds. Ouais. Je vais avoir exactement les mêmes mots-clés, c'est-à-dire le cadre collectif qui est vraiment un garde-fou très fort. Et puis, je pense que dans nos pratiques scientifiques, on reste sur des pratiques scientifiques avec validation de plan scientifique qui suivent les bonnes pratiques. Quand on passe par de la publication par les pairs, on sait qu'on s'expose à devoir faire la présentation de la preuve selon les codes et que même si on a nos opinions et nos valeurs sur notre objet de recherche, il faut convaincre. Donc voilà, il y a ce truc de respecter les bonnes pratiques scientifiques qui est une base et qui est l'un des seuls garde-fous qu'on peut mettre, parce que tu l'as dit, on est sous-biaisé sinon. Et voilà, et le cadre collectif permet aussi beaucoup de repenser un petit peu ses propres biais, de mettre cette distance. Et voilà, et sur l'aspect plus personnel, comment on fait pour pas déprimer sur ces sujets de recherche, là aussi je pense qu'il y a et c'est pas que une question de protection personnelle, mais il y a aussi quelque chose comme de recherche un peu, soit éthique, soit d'efficacité d'une certaine façon, de se dire qu'il faut contribuer aussi à trouver des pistes désirables et pas que mettre en avant le péril ou la catastrophe. C'est pas suffisant, il faut tracer des voies plus désirables pour que ça marche. Ok, il y a d'autres questions? Non? Oui, merci pour vos présentations. Par rapport aux difficultés que vous avez, je sais qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui sont faits au niveau européen. Et je crois comprendre qu'il y a pas mal d'argent disponible. Donc ma question, c'est est-ce que vous vous sentez plus libre dans ce cadre-là, ou est-ce que c'est les mêmes contraintes, ou est-ce qu'il y en a moins? Voilà.
Les projets européens financent favorisent beaucoup les liens avec les partenariats, les partenariats industriels. Donc tout ce qui peut rapporter de l'argent, c'est quand même beaucoup favorisé. Et c'est aussi très fléché. Donc vers certains des appels à projets, c'est vraiment sur certaines thématiques où mes projets rentrent pas forcément. Donc c'est pas forcément au niveau de l'Union européenne qu'il y a le plus de possibilités. Et en plus, avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a énormément de chercheurs. On n'a jamais été autant de chercheurs à demander des financements européens pour aussi peu de financements, parce que les financements ne suivent pas forcément la croissance des demandes d'argent. Donc ça reste un espace compliqué. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier chaudement Kevin et Mélissa et puis clôturer la session.